18 mars 1871, le petit peuple parisien se soulève et proclame la Commune. Pendant un peu plus de 2 mois, les travailleurs et les travailleuses se gouvernent eux-mêmes et essaient d'inventer une nouvelle société. Cette expérience, la première grande révolution ouvrière, est interrompue par l'armée d'Adolphe Thiers qui envahit Paris et massacre 15 000 personnes en une semaine. La fameuse semaine sanglante. Plein de gens ont déjà raconté cette histoire. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que la Commune de Paris n'était pas seule. Au même moment, d'autres villes se sont soulevées et ont proclamé la Commune. Lyon, Toulouse, Saint-Étienne, Limoges, Le Creusot ou encore Marseille, qui est la commune de province qui a duré le plus longtemps et qui a été réprimée le plus durement. Pourtant, c'est aussi l'une des moins connues. Alors, aujourd'hui, on va parler de la commune, non pas de la capitale, mais de Marseille, bébé. Marseille City. Mais d'abord, il nous faut un peu de contexte. De 1852 à 1870, on est dans le Second Empire de Napoléon III. C'est la période où le capitalisme s'enracine en France sous sa forme moderne. Industrialisation, exode rural, explosion du nombre d'ouvriers, explosion de la misère, et l'État impérial joue un rôle direct là-dedans, notamment en commandant ou en facilitant de grands travaux d'infrastructures cruciales pour les capitalistes. Routes, chemins de fer, gares, ports ou encore le canal de Suez auquel on a déjà consacré une vidéo. Marseille va être complètement transformée par le Second Empire. On construit de grands entrepôts, des quais, un nouveau port, le port de la Joliette, et très vite, les 2/3 du commerce maritime du pays passent par Marseille. On construit aussi une grande chambre de commerce, un palais de justice, la préfecture dont on va beaucoup reparler, la cathédrale de la Major, la basilique Notre-Dame de la Garde, la fameuse Bonne Mère, le palais Longchamp, le palais du Pharaon qui était la résidence secondaire de l'impératrice, bref, tout ce que Marseille compte en monuments imposants avec de grandes colonnes partout. On a aussi creusé en plein cœur de la ville de grands axes pour faciliter la circulation des marchandises et tout ça a nécessité d'expulser des dizaines de milliers de personnes. Par exemple, on détruit 1000 immeubles et on jette 16 000 personnes à la rue pour construire la rue Impériale, actuelle rue de la République, qui relie le vieux port et le nouveau port de la Joliette et qui a donc été creusée avant tout pour la circulation des marchandises. Circulation d'autant plus importante que le Second Empire est une période d'expansion coloniale, notamment en Asie avec la colonisation de la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, et d'une partie de l'actuel Vietnam. Et c'est à Marseille qu'arrivent les ressources et les marchandises pillées dans les colonies et ramenées par le canal de Suez. D'ailleurs, ce passé colonial de Marseille est encore bien visible. Par exemple, le grand escalier qui mène à la gare Saint-Charles est bordé de 2 statues représentant nos colonies d'Afrique et d'Asie. A noter que Marseille n'est pas la seule à connaître de grandes transformations urbaines. Au même moment, les quartiers ouvriers de Paris sont rasés par le baron Haussmann pour construire de grands boulevards, et à Lyon, le préfet Weiss perce des axes de circulation dans le centre-ville, à la Croix-Rousse et à la Guillotière. Ça explique pourquoi à Paris, Lyon ou Marseille, l'architecture des bâtiments autour de ces boulevards est à peu près la même. Bon, évidemment, tous ces travaux, tout ce commerce et tout ce pillage colonial demandent énormément de main-d'œuvre. En 1851, on compte 195 000 Marseillais, en 1871, c'est 313 000. 2/3 de plus en 20 petites années. Marseille est, à l'époque, la ville française qui grandit le plus vite. Ici, en rouge, vous avez Marseille en 1858 et en bleu, Marseille 7 ans plus tard, en 1865. La ville explose de tous les côtés. C'est sous le Second Empire que Marseille devient une ville industrielle, ouvrière, avec tout ce que ça implique en termes de misère, d'exploitation, mais aussi de diffusion des idées socialistes. Ça tombe bien, quelques années plus tôt, en 1864, des ouvriers français et anglais ont fondé l'Association internationale des travailleurs, la première internationale qui répand les idées socialistes et révolutionnaires dans toute l'Europe. En 1870, sa section marseillaise, dont vous voyez le siège ici, est très bien organisée et compte 4500 adhérents, ce qui est gigantesque. C'est l'une de ses plus grandes sections. Alors le régime politique que les socialistes du Second Empire défendent, c'est bien sûr la République. Mais pas n'importe laquelle. On veut pas d'une république bourgeoise, centralisée, avec un gouvernement à Paris qui décide de tout. On veut une république fédérale, décentralisée, avec comme unité de base les communes. On rêve d'une grande fédération de communes autonomes. Pour eux, la concentration du pouvoir par Paris et la concentration du capital par la bourgeoisie sont les 2 faces d'une même pièce.
Et justement, qui dit ouvrier marseillais dit bourgeois marseillais. L'un n'existe pas sans l'autre, et la radicalité des uns naît de la férocité des autres. Mais il s'avère qu'une partie de la bourgeoisie marseillaise n'aime pas beaucoup le Second Empire. Il y a pas mal de bourgeois républicains modérés qui aimeraient une république bourgeoise dans laquelle les autres classes n'auraient pas leur mot à dire, et surtout dans la plus petite bourgeoisie, plutôt intellectuelle, les avocats, journalistes, écrivains, artistes, il y a des républicains radicaux qui sont prêts à prendre les armes pour renverser l'Empire, et qui, sans être socialistes, voient quand même d'un bon œil ce mouvement ouvrier naissant et n'ont aucun problème à s'allier avec. Je précise dès maintenant qu'à l'époque, il n'y a pas de parti, pas d'organisation, donc républicain, modéré ou radical, c'est une classification qu'on fait avec le recul aujourd'hui. Les types se revendiquaient pas comme ça. Pareil, le mouvement ouvrier est encore naissant, les mots socialiste, communiste, anarchiste existent déjà, mais ils sont pas bien définis, les différences et les frontières entre les courants sont pas encore bien établies, donc quand on dit socialiste, ça rassemble tous ces gens et tous ces courants qui veulent transformer la société de manière plus profonde que simplement changer de régime politique, mettre en place la République. Maintenant que c'est posé, revenons à notre républicanisme marseillais qui est bien visible dans les résultats du plébiscite de mai 1870, lorsque l'empereur demande aux Français de le soutenir en votant oui. Sur l'ensemble du pays, le oui l'emporte à 83%, mais Marseille vote non à 69%, et c'est dans le sud-est qu'on trouve les meilleurs résultats contre l'Empire. Alors, pour les élections législatives de mai 1869, Léon Gambetta, qui est l'un des grands républicains de l'époque, une figure de l'opposition à l'Empire, se dit que pour être sûr d'être élu, il sera candidat dans cette espèce de bastion républicain qu'est Marseille. Il charge de l'organisation de sa campagne un jeune avocat originaire de Nîmes mais installé à Marseille, un républicain radical, très proche des socialistes, qui est surnommé l'avocat des pauvres pour sa défense infatigable des ouvriers face à la justice, un grand orateur qui soulève les foules marseillaises, un certain Gaston Crémieux. Gaston réussit à rallier les socialistes de l'Association internationale des travailleurs et, grâce à lui, Gambetta remporte l'élection. Au passage, Marseille élit aussi un autre républicain radical, c'est Alphonse Esquiros, dont on va bientôt reparler. En attendant, les républicains sont très contents de leurs résultats, mais tout est chamboulé quelques mois plus tard, en juillet 1870, quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Au début, les gens sont hyper partants. Il y a un élan patriotique monstrueux qui se déclenche, y compris à Marseille. Mais début août, l'armée enchaîne les défaites et ce patriotisme qui était attisé par l'Empire se retourne contre lui. On commence à dire qu'en foirant sa guerre, l'Empire met en danger la France et que, pour sauver la France, il faudra peut-être renverser l'Empire. Le 7 août 1870, une foule de 40 000 personnes menée par Gaston Crémieux se masse devant la préfecture et demande au préfet d'armer le peuple pour repousser les Prussiens. Face à son refus, les républicains radicaux et les socialistes se réunissent le soir même rue Vacon, juste ici, et décident pour la première fois de s'allier et de se rassembler dans un comité central d'action qui leur permettra de se coordonner. Le lendemain, ils conduisent un cortège d'un peu plus de 1000 personnes vers la mairie et se lancent à l'assaut du bâtiment. Les portes sont enfoncées et les membres du comité d'action, Crémieux en tête, mais on y trouve aussi des ouvriers membres de l'Internationale, se retrouvent au pouvoir. Ils se réunissent dans la salle du conseil municipal, tapotent sur les écrans tactiles installés devant chaque siège et discutent de leurs premières mesures révolutionnaires. Pendant ce temps, devant la mairie, la foule attend, et rien. À l'intérieur, le comité ne sait pas vraiment quoi faire, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les priorités. La synthèse entre républicains radicaux et socialistes n'est pas encore trouvée. La police finit par arriver, tire des coups de sommation et disperse la foule qui, déçue par son attente, n'essaie même pas de les repousser. Gaston et ses copains sont arrêtés et emprisonnés. C'est un échec complet. Mais ça permet aux républicains radicaux et aux socialistes de renforcer leurs liens. À partir de maintenant, ils travailleront ensemble. Et puis, Gaston devient encore plus populaire. C'est l'homme qui s'est révolté contre l'Empire. Un peu la classe. Mais accusé de s'être mis à la tête d'une bande armée pour envahir une propriété publique, il sait qu'il risque la peine de mort. Heureusement, il ne va pas rester très longtemps en prison.
Même pas un mois plus tard, le 4 septembre au matin, les Marseillais apprennent que l'armée française a été vaincue à Sedan et que l'empereur a été capturé par les Prussiens avec 80 000 soldats. Immédiatement, 20 000 personnes se rassemblent devant la mairie et interrompent le conseil municipal. À la fin du compte-rendu de la séance, on peut lire « À ce moment, on entend la rumeur d'une foule innombrable stationnant devant l'hôtel de ville. Un grand nombre de voix se font entendre, criant « Vive la République !» La séance est levée. La foule investit le bâtiment et, du grand balcon de l'hôtel de ville, on proclame la République. Tout ce beau monde, drapeau rouge en tête, se dirige ensuite vers la préfecture en détruisant sur son passage tous les symboles de l'Empire. Comme cette statue de Napoléon III qui trônait dans la chambre de commerce, qui est décapitée et dont la tête est baladée jusqu'à la préfecture. Mais le bâtiment est protégé par des soldats fidèles à l'Empire et le général Dorel de Paladine, dont on reparlera, leur donne l'ordre de tirer dans le tas à la moindre tentative d'y entrer. La situation stagne jusqu'à ce que, vers minuit, 3 télégrammes arrivent de Paris. Le premier annonce que la capitale a elle aussi proclamé la République, quelques heures après Marseille. Le deuxième, qu'on a constitué un gouvernement de défense nationale dans lequel siège le député de Marseille, Gambetta. Il est le nouveau ministre de l'Intérieur. Et justement, le troisième télégramme, signé Gambetta, donne l'ordre de libérer tous les prisonniers politiques. Les manifestants amènent eux-mêmes cet ordre à la prison, font libérer Gaston et le portent en triomphe jusque chez lui. Le lendemain matin, tout ce que Marseille compte comme républicain et socialiste converge de nouveau vers la préfecture, dernier symbole impérial encore debout. Cette fois-ci, elle n'est pas défendue. Les soldats ont appris la chute de l'Empire et n'ont plus aucune raison de risquer leur peau. La foule envahit le bâtiment et, dans les caves, on trouve 1200 fusils. Les socialistes saisissent l'occasion. Ils s'emparent des armes et se constituent en une milice populaire, la garde civique, surtout composée de jeunes ouvriers, pour beaucoup membres de l'Internationale. Le jour même, un républicain modéré envoie un télégramme affolé au gouvernement central. La lie monte, on délivre des fusils par brassée, jusqu'à armer les filles publiques. Les policiers impériaux n'osent pas sortir de chez eux et l'armée est en déroute, les civiques sont donc la seule force armée de Marseille. Les autres courants, les républicains modérés mais aussi les radicaux, vont devoir composer avec cette organisation socialiste, véritablement révolutionnaire, qui s'installe à la préfecture et y fait flotter le drapeau rouge. Une chanson populaire écrite à ce moment-là montre l'enthousiasme général. Et les paroles sont en occitan parce que les ouvriers marseillais, il faut pas les imaginer discuter en français parisien. Non, ils parlaient occitan jusqu'à au moins la Première Guerre mondiale. Bon, effectivement, l'aile impériale est bien amochée du cul. Mais ça veut pas dire pour autant que la République est victorieuse. Comme le dit l'un des commandants de la garde civique, « Nous nous souvenons de 1848. Nous nous méfions de ceux qui embrassent la République pour mieux l'étouffer demain. » Et oui, tout le monde a en tête l'expérience de la Seconde République. Elle avait été proclamée en février 1848 et immédiatement détournée par la bourgeoisie qui, en juin de la même année, fait massacrer 5000 ouvriers qui manifestaient pour des politiques sociales. 20 ans plus tard, en 1870, est-ce que la République qui a été proclamée à Paris est la fameuse République démocratique et sociale tant attendue par le mouvement ouvrier, ou est-ce que c'est cette République bourgeoise, conservatrice et centralisée à Paris dont on a déjà fait l'expérience en 1948 ? Un indice met la puce à l'oreille de nos gardes civiques lorsque le 5 septembre, Gambetta nomme un nouveau préfet pour Marseille. C'est un républicain modéré, un riche commerçant, dont la toute première mesure est de faire remplacer le drapeau rouge de la préfecture par le tricolore. La même scène s'était jouée en février 1848, elle est représentée dans ce fameux tableau. Bref, ça commence mal. Et puis, le 7 septembre, Gambetta envoie sur place son collègue député élu par Marseille en même temps que lui, l'écrivain Alphonse Esquiros. Il lui donne pour mission de représenter sur place le gouvernement de défense nationale et, surtout, de faire régner l'ordre.
Gambetta lui donne les pleins pouvoirs sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Sauf que Esquirros, c'est pas un mouligasse, comme on dit en occitan, un mec un peu mou quoi. Non, c'est un républicain radical, très radical, au point d'être assez proche des socialistes. D'ailleurs, c'est pas le seul. Son épouse Adèle est l'une des fondatrices de La Voix des femmes, l'un des tout premiers journaux féministes de France, et elle participera activement à la Commune de Paris, aux côtés de Louise Michel et André Léo. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Esquirros débarque à Marseille et prend une série de mesures assez incroyables. L'enseignement professionnel devient gratuit et laïque dans tout le département. Il a un projet d'administration générale de l'assistance publique, c'est-à-dire que tous les trucs de charité privée qui dépendent de riches bienfaiteurs seraient transformés en un service public géré par l'État, ce qui n'est pas rien quand même en 1869, et bien sûr tout un ensemble de mesures pour les travailleurs, comme l'interdiction du travail de nuit pour les dockers, qu'on appelait à l'époque les portefaix. Et puis, Esquirros travaille à renforcer la République, ce qui commence par purger l'administration et la justice de tous les fidèles à l'Empire. Par exemple, le jour même de son arrivée, il révoque tous les procureurs du département et les remplace par des républicains convaincus. Mais, assez vite, il est confronté aux gardes civiques qui eux aussi font la chasse aux réactionnaires en arrêtant plusieurs centaines de personnes. Des policiers, des juges, des prêtres, des fonctionnaires qui ont servi sous l'Empire, participé à la répression des républicains et conspirent plus ou moins ouvertement contre le nouveau régime. Sauf que les civiques n'ont aucun mandat légal. Ils agissent de manière autonome et arbitraire, et ça va très loin. Par exemple, le 23 septembre, ils envahissent le palais de justice en pleine séance et mettent en état d'arrestation son président et plusieurs magistrats qu'ils accusent de vouloir renverser la République. Ils les conduisent à la préfecture sous les huées des Marseillais, qui n'ont pas oublié leur rôle sous l'Empire. Alors, bien sûr, Esquirros intervient. Il les fait libérer, mais il refuse de condamner les civiques. Au contraire. Vous êtes libre, mais je tiens à vous dire ce que je pense de vous. Vous avez trahi tous vos devoirs et méconnu les principes de la justice en condamnant des innocents et en persécutant les républicains pour plaire au gouvernement. Vous avez souillé vos robes de magistrat et vous devez en être dépouillé. Allez-vous-en, et qu'avant ce soir je reçoive votre démission. Et Esquirros sait de quoi il parle. En 1851, lors du coup d'État de Napoléon III, il avait appelé à prendre les armes pour défendre la République. Il a combattu sur les barricades alors qu'il était déjà député à ce moment-là. Il a d'ailleurs assisté au fameux assassinat du député Baudin sur une barricade. Et pour ça, il a été condamné par les magistrats impériaux à un exil qui a duré 18 ans. Quant aux civiques, il écrira quelques années plus tard « Cette garde civique, après tout, n'était pas ennemie, quoiqu'elle gênât et compromit trop souvent mon autorité. Elle aimait sincèrement la République, tout en la discréditant par des actes imprudents et téméraires. J'avais sur elle une certaine influence morale et elle avait confiance en moi, malgré ses préventions et son indiscipline. » Évidemment, cette entente entre républicains radicaux et socialistes révolutionnaires ne va pas plaire au gouvernement central. Mais il a d'autres priorités parce que les troupes prussiennes ne se sont pas arrêtées à la capture de Napoléon III à Sedan, elles avancent vers la capitale, l'encerclent, installent leur quartier général à Versailles et, le 19 septembre, commence le siège de Paris. Le gouvernement va se diviser en deux. Une partie reste à Paris pour gérer le siège et une autre, dirigée par Gambetta, quitte la capitale en montgolfière et se réfugie à Tours pour organiser la résistance de la province. Face à la défaite de l'armée régulière, Gambetta appelle les départements à lever des hommes pour repousser les Prussiens. Partout, les autorités locales enrôlent des volontaires en catastrophe. Par exemple, ici à Lyon, sur la fameuse place des terreaux, où on annonce « La patrie est en danger ». Du côté de Marseille, 10 000 hommes répondent présents et s'installent sur la place Saint-Michel, mieux connue sous le nom de La Plaine. En plus des Marseillais, on compte des centaines de volontaires espagnols, italiens ou polonais qui n'attendent qu'à être armés pour partir libérer Paris et défendre la République en attendant de pouvoir renverser les monarchies qui règnent sur leur pays d'origine. Sauf que, comme le dit Esquirros, Gambetta parlait sans cesse d'armées qui allaient sortir de terre, mais qu'on ne voyait se former que lentement et laborieusement. Nous lui demandions des fusils, mais il ne nous envoyait pas et nous défendait d'en acheter. Nous lui avons adressé télégramme sur télégramme, que ce soit pour établir des fonderies de canons ou pour organiser la garde nationale mobile. Jamais de réponse. En réalité, Gambetta est très méfiant de ces autorités locales qui, à la tête de véritables armées, pourraient remettre en question la concentration du pouvoir à Paris entre les mains du gouvernement central. Donc tout en appelant la province à s'armer, il refuse de lui en donner les moyens. Pas de bol, son inaction va, dans les faits, décentraliser le pouvoir. Abandonné par le gouvernement et menacé par les avancées des Prussiens,
les autorités locales se retrouvent avec beaucoup plus d'autonomie que prévu. Et ça va résonner avec les aspirations décentralisatrices, fédéralistes de certains républicains radicaux, mais aussi avec les aspirations communalistes des socialistes. Le 14 septembre, face aux avancées des Prussiens, Esquirros et les socialistes de l'Internationale envoient ensemble un ultimatum à Gambetta. Si, dans les 3 jours, ils ne donnent pas officiellement au département du Midi, c'est-à-dire du Sud, je cite, une liberté d'action entière pour l'organisation de la défense nationale, alors ils la prendront tout seuls. Gambetta ne répond même pas et le 18 septembre, Esquirros rassemble à Marseille 48 délégués représentant 15 départements, 13 du Sud-Est et 2 d'Algérie française. Il leur présente son projet. Ce que nous voulons, ce n'est pas former une association politique en dehors des autres régions de France. La République doit rester une et indivisible. Mais, vu les circonstances, il y a lieu de former une sorte de confédération provisoire qui nous permettrait d'agir de concert. Le Midi pourra peut-être sauver le Nord si nous unissons les forces des départements du Midi. Un membre de l'Internationale prend ensuite la parole. Que pouvait faire l'administration de la République? Tout. Que fait-elle? Rien. Il nous faut agir vite et bien. À une situation révolutionnaire doivent correspondre des actes révolutionnaires. Nous devons prendre des mesures ayant trait à la défense nationale, à son organisation, aux moyens de se procurer des hommes, de l'argent, des armes, et enfin, à la réorganisation politique et sociale. Les délégués se rallient au projet et votent la constitution de la Ligue du Midi. Un espèce d'État dans l'État qui jure qu'il n'en est pas un, dont Marseille est le centre d'organisation, Lyon le centre d'action, et dont Esquirros est nommé président. La Ligue rassemble les républicains radicaux, une partie des modérés et les socialistes qui vont lui donner un programme politique annoncé à Marseille par le dirigeant de la section locale de l'Internationale, André Bastelica. Révocation des maires et des magistrats nommés par l'Empire, élection des juges par le peuple, liberté absolue de la presse, séparation de l'Église et de l'État, fin de toute subvention aux cultes religieux, confiscation des biens des congrégations religieuses, écoles laïques, levée d'un impôt sur la richesse réelle, limitation du salaire des fonctionnaires, journée de travail de 8 heures dans les mines, suppression de l'armée, remplacée par le peuple en armes, réquisition de 30 millions de francs sur la fortune des plus riches pour subvenir aux dépenses de guerre. À une situation révolutionnaire doivent correspondre des actes révolutionnaires. Lever l'impôt et lever une armée, c'est ce qu'on appelle des pouvoirs régaliens, qui relèvent exclusivement de l'État. Une autorité locale qui s'attribue ces pouvoirs, ça remet en question la structure même de l'État. Pourtant, c'est pas l'objectif de la Ligue. Esquirros affirme et répète qu'il ne veut pas que le Sud prenne son indépendance et qu'il reconnaît la légitimité du gouvernement central. Simplement, s'il n'est pas capable de défendre la République, on se passera momentanément de lui. Il le dit lui-même. Nous désirons que les préfets marchent avec nous. Mais, s'ils s'y refusent, nous nous passerons de leur concours. De son côté, Gaston Crémieux déclare « Ce n'est pas le gouvernement de la défense nationale qui peut et doit sauver la République. C'est la République qui prend en main la défense nationale. Cette République concentrera tous les pouvoirs dans les mains des vaillants défenseurs de la liberté qu'elle a mis à la tête des départements. Les provinces se lèvent pour délivrer la capitale. La guerre à outrance commence. La France révolutionnaire a brandi de nouveau sa formidable épée et elle est debout pour mourir ou pour vaincre. » Et le premier manifeste de la Ligue du Midi renchérit. Nous voulons venir en aide au gouvernement de Tours, impuissant à prendre des mesures énergiques. Nous voulons nous sauver nous-mêmes. Nous sommes résolus à tous les sacrifices. Et, si nous restons seuls, si le gouvernement ne nous suit pas, nous ferons appel à la révolution. À la révolution implacable et inexorable, avec toutes ses haines, ses colères, ses fureurs patriotiques. Nous partirons en armes de Marseille, nous prêcherons sur nos pas la guerre sainte, nous irons au-devant des Prussiens, renversant sur notre passage tous les débris de la monarchie et inspirant la terreur aux ennemis de la République. Le vocabulaire guerrier peut surprendre, mais on est dans tout l'imaginaire de la Révolution de 1789, avec laquelle on voit de vrais parallèles. En juillet 1792, la Prusse déclare la guerre à la France révolutionnaire, l'Assemblée nationale annonce « la patrie est en danger » et appelle à la levée de volontaires dans les départements. En 1870, la Prusse envahit la France, le gouvernement déclare « la patrie est en danger » et appelle à la levée de volontaires dans les départements. On a l'impression de revivre la même histoire et on pense en connaître la suite.
En août 1792, les volontaires marseillais sont montés à Paris, ont participé à la prise du palais des Tuileries, donc au renversement de la monarchie et à la fondation de la toute première République, le tout en chantant ce qui deviendra la Marseillaise, et puis ils sont partis à l'Est se battre contre la Prusse et toutes les monarchies européennes en même temps pour défendre la République. Dis, c'est encore loin cette colline de Valby? Ça doit être cette petite butte, avec un moulin dessus. Ah oui? Et les Prussiens, où ils sont? Sûrement là derrière. Tu vois où il y a cette petite canonnade? Oui. Ils cherchent à gagner la route de Châlons. Mais s'ils la prennent, la route de Châlons? Alors, ils continueront sur Paris. Ce sera la fin de notre révolution. C'est un souvenir révolutionnaire glorieux qui est partagé par les républicains radicaux et les socialistes. Un souvenir qu'on est prêt à revivre et qu'on invoque directement, comme dans cette affiche placardée à Marseille le 6 septembre. Citoyens, la patrie est en danger. Assez de chants et de vaines manifestations. Des actes, des engagements volontaires. À compter de ce jour, des bureaux d'enrôlement vont être ouverts sur la place publique comme en 1792. Venez, jeunes gens, accourez vous ranger en foule sous les drapeaux de la République. Il s'agit de défendre le sol sacré de la patrie, de protéger vos foyers, vos mères, vos femmes et vos enfants. Aux armes. Mais du côté des socialistes, on voit un peu plus loin que le sauvetage de la République. Le 10 septembre, la section marseillaise de l'Internationale interpelle Esquiros. Il est urgent que l'on fonde un gouvernement du Midi et que l'on fixe au plus tôt l'endroit où siégera ce gouvernement. Au même moment, un tract distribué à Lyon et écrit par un certain Bakounine, qui est l'un des grands théoriciens de l'anarchisme, va encore plus loin. Il n'y a qu'un seul moyen de salut, c'est le soulèvement général et révolutionnaire du peuple. La meilleure chose que Paris puisse faire est de proclamer l'absolue indépendance et spontanéité des mouvements provinciaux. Il faut rendre l'initiative de l'action à toutes les communes révolutionnaires de France, délivrer du gouvernement centralisateur et appeler à former une nouvelle organisation en se fédérant entre elles. C'est à la France du peuple à entrer maintenant sur la scène de l'histoire, à sauver sa liberté et celle de l'Europe entière par un soulèvement immense, tout spontané, tout populaire, en dehors de toute organisation officielle et de toute centralisation gouvernementale. Et la France, en balayant de son territoire les armées du roi de Prusse, aura du même coup affranchi tous les peuples d'Europe et accompli l'émancipation sociale du prolétariat. Et justement, quelques jours plus tard, le 28 septembre, les socialistes lyonnais se soulèvent, prennent l'hôtel de ville et proclament la toute première commune. Ils sont immédiatement arrêtés, mais une affiche placardée ce jour-là montre qu'ils lient lutte contre l'invasion du territoire et lutte des classes. La situation désastreuse dans laquelle se trouve le pays, l'impuissance des pouvoirs officiels et l'indifférence des classes privilégiées ont mis la nation française au bord de l'abîme. Si le peuple, organisé révolutionnairement, ne se hâte d'agir, son avenir est perdu. La révolution est perdue, tout est perdu. Nous proposons d'adopter immédiatement les mesures suivantes. Premièrement, la machine administrative et gouvernementale de l'État étant devenue impuissante est abolie. Pour les socialistes, constituer une armée populaire permettra certes de libérer Paris des Prussiens, mais aussi, dans la foulée, de faire la révolution, renverser la bourgeoisie et son gouvernement centralisé, et le remplacer par une grande fédération de communes. Bref, la Ligue du Midi, c'est une organisation hyper bizarre qui, comme le dit sa première affiche, se donne pour objectif de sauver la République une et indivisible, et en même temps qui constitue son propre gouvernement avec des ambitions décentralisatrices, fédéralistes, voire carrément communalistes pour les socialistes, qui cherchent à donner à la Ligue un programme politique, social et révolutionnaire. C'est un truc unique, sans équivalent ailleurs, un truc plein de contradictions et qui a jamais vraiment été étudié en profondeur. Clin d'œil les étudiants en histoire. En attendant, il s'avère que le bonhomme qui s'approche le plus d'une synthèse entre républicanisme radical et socialisme, c'est notre Gaston Crémieux qui, le 19 octobre, dans un grand meeting rassemblant des milliers de personnes, déclare que la seule solution pour la France, c'est, je cite, « la Ligue du Midi et la Commune révolutionnaire ». Bon, évidemment, Gambetta n'est pas hyper content. Comme l'écrira quelques années plus tard Esquiros, Gambetta, extrêmement jaloux de son autorité, accueillit assez mal l'idée de la défense du Midi par le Midi. Il continua de croire à une entreprise dirigée contre le gouvernement. Il y avait deux systèmes en présence. L'un qui consistait à tout faire par décret, au nom de l'autorité centrale, l'autre qui aurait au contraire laissé à l'autonomie de la province une assez large part dans le mouvement de la défense nationale, qui aurait compté sur l'enthousiasme, qui aurait confié aux ailes des populations rurales le soin de protéger leur foyer, qui aurait, en un mot,
fait appel au patriotisme de tous les habitants pour disputer à l'ennemi les localités qu'ils connaissaient le mieux et qu'ils avaient un intérêt personnel à défendre. Le second de ces systèmes aurait-il sauvé la France ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le premier ne l'a pas sauvé. En réalité, ces désaccords sur la conduite de la guerre naissent de désaccords sur la conception de la République. Ce qui se joue encore et toujours, c'est l'opposition entre République bourgeoise et République démocratique et sociale. Opposition qui commence avant tout par la question de la démocratie. Pour lever des hommes, la Ligue envoie des délégués dans tout le Midi. Sur leur demande, les villes organisent des réunions publiques pour choisir ou non de se rallier au projet. Par exemple, dans le département de l'Hérault, 30 villes organisent des débats publics pour élire des délégués qui participent à un grand congrès qui vote l'adhésion du département à la Ligue et nomme 3 délégués à y envoyer. Ces décisions, souvent prises à main levée sur la place des villages, montrent bien ce début de démocratie directe attendu par les travailleurs, favorisé par la Ligue et rejeté par le gouvernement central qui préfère la concentration du pouvoir à Paris entre les mains de la bourgeoisie. Et puis, les deux républiques s'opposent sur la question des alliances. Il ne faut pas oublier que l'armée est encore dirigée par des généraux nommés par Napoléon III. Donc pour mener la guerre, Gambetta tente de s'allier avec ses monarchistes et ses fidèles à l'Empire, au point de remettre en question le travail d'épuration mené par les républicains. Par exemple, le 5 septembre, le général Louis d'Aurelle de Paladine, un monarchiste à la tête de l'armée dans les Bouches-du-Rhône, avait été destitué par les républicains marseillais parce que c'était lui qui, le 4 septembre, devant la préfecture, avait donné l'ordre aux soldats de tirer sur la foule à la moindre tentative d'y entrer. 2 semaines plus tard, Gambetta le nomme à la tête de l'armée de la Loire. Les républicains radicaux et les socialistes ne comprennent pas. Le gouvernement refuse de les armer, mais n'a aucun problème à nommer à la tête des forces de défense de la République des généraux d'Empire qui veulent ouvertement flinguer des républicains. Que fait le gouvernement de Tours ? Il place à la tête de nos armées des généraux qui ont vieilli sous la monarchie, qui pour la plupart ne comprennent rien aux aspirations républicaines des troupes qu'ils ont sous leurs ordres. Un ministre de Gambetta répond. Nous voulons une république qui concilie, vous faites une république qui terrifie. Comme en 1848, la République bourgeoise préfère s'allier aux réactionnaires plutôt qu'aux ouvriers, quitte à se saborder. Dans les jours qui suivent, les tensions entre le gouvernement et la Ligue ne font que s'intensifier jusqu'au 12 octobre, lorsqu'un journal royaliste marseillais publie une lettre du comte de Chambord, un prétendant au trône, dans laquelle il affirme « Les institutions républicaines ne prendront jamais racine sur notre vieux sol monarchique. » Immédiatement, des centaines de personnes détruisent les locaux du journal et pillent une église tenue par les Jésuites, une congrégation religieuse extrêmement puissante, très influente, et qui conspirait ouvertement contre la République. Le lendemain, Esquiros suspend le journal et ordonne l'expulsion des Jésuites hors du département. Il explique à Gambetta que c'était le seul moyen de ramener le calme dans une ville au bord de l'insurrection, et il s'attend à être soutenu. Mais Gambetta prend peur. Il ne faut surtout pas froisser les monarchistes. Alors, non seulement il annule les décisions d'Esquiros, mais il exige aussi sa démission et charge un certain Dufraisse de le remplacer. Sauf que, dès son arrivée à la préfecture, Dufraisse est mis en état d'arrestation par les gardes civiques qui passent la nuit à envoyer des télégrammes très énervés à Gambetta. Nous avons tous juré de brûler la ville plutôt que de laisser partir Esquiros. Dufraisse est retenu comme prisonnier dans la préfecture comme otage. Maintien d'Esquiros ou guerre civile. Dufraisse a été arrêté et la population entière menace d'incendier les établissements jésuites si Esquiros est renvoyé. Le lendemain, il relâche Dufraisse qui quitte la ville et dit à Gambetta que les Marseillais c'est des fadas, il n'y a rien à faire. Si on veut éviter la guerre civile, il faut composer avec la Ligue du Midi et Esquiros. Et c'est confirmé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Je vous répète que la présence d'Esquiros est indispensable ici. Si vous persistez, vous déchaînerez non pas l'émeute, mais l'insurrection. Alors, pour l'anecdote, ça c'est la version de l'histoire qui a été retenue parce qu'elle arrange un peu tout le monde, les civiques et les réactionnaires. Mais en réalité, on n'est pas certain que Dufraisse ait vraiment été arrêté. Quand on lui posera la question quelques mois plus tard, il dira qu'il a passé la nuit à la préfecture, qu'il a quitté la ville le lendemain parce qu'il n'avait aucune raison d'y rester, et qu'à aucun moment il s'est senti prisonnier. Donc, il est possible que les civiques aient premièrement intercepté et détruit le télégramme de Gambetta qui chargeait Dufraisse de remplacer Esquiros, ce qui expliquerait pourquoi il a juste quitté Marseille le lendemain alors qu'il était censé rester, et deuxièmement qu'ils aient tenté un coup de bluff pour obtenir le maintien d'Esquiros.
qui se soit organisé toute la nuit en envoyant plein de télégrammes pour faire croire au gouvernement qu'il tenait Dufraisse en otage, alors que le mec était posé en train de ronfler dans un lit de la préfecture. On sait pas, mais les réactionnaires ont beaucoup accusé les civiques d'être des idiots qui picolaient toute la journée. Moi je pense qu'ils étaient un peu plus malins qu'ils en avaient l'air, et que le petit mystère de ce qui s'est vraiment passé avec Dufraisse en est peut-être la preuve. On va laisser les historiens du futur démêler tout ça. En attendant, le soir même du départ, forcé ou non, de Dufraisse, l'Internationale organise une grande manifestation en soutien à Esquiros. Il apparaît au balcon de la préfecture et prend la parole. Citoyens, vous connaissez le différend qui m'oppose au gouvernement central. Si Gambetta m'abandonne, je suis certain que Marseille ne m'abandonnera pas. Bientôt la garde nationale sera mobilisée, et nous partirons tous. Je me mettrai à votre tête, et nous irons de village en village, prêcher la guerre sainte, et mourir, tous s'il le faut, pour sauver la France et établir solidement la République. La rupture entre le gouvernement et la Ligue est définitive. Le 25 octobre, elle annonce carrément que si le gouvernement capitule, elle ne reconnaîtra, je cite, « aucune paix qui porterait atteinte à l'honneur national, à l'intégrité du territoire et au maintien de la République ». Et puis, dans la foulée, elle annonce qu'une mobilisation générale sera bientôt déclarée dans tout le Midi. Dans tous les départements qui ont adhéré à la Ligue du Midi, tous les citoyens devront se tenir prêts à quitter leur foyer et à marcher sous les étendards de la République contre le despotisme et le monarchisme prussien. Mais la Ligue n'aura pas le temps d'aller plus loin. 2 jours plus tard, le 27 octobre, ses pires craintes se confirment. Le général impérial Bazaine, qui commandait les 140 000 hommes de l'armée du Rhin et qui était le seul petit espoir restant de repousser les Prussiens, entre secrètement en contact avec l'ennemi, tente de négocier le rétablissement de l'Empire une fois qu'ils auront gagné, puis ordonne à ses hommes de déposer les armes et les livre aux Prussiens. 140 000 hommes. Gambetta est fou de rage. Un général sur qui la France comptait vient d'enlever à la patrie plus de 100 000 de ses défenseurs. Le maréchal Bazaine a trahi. Il s'est fait l'agent de Napoléon III, le complice de l'envahisseur et, au mépris de l'honneur de l'armée dont il avait la garde, il a livré 120 000 combattants, 20 000 blessés, ses fusils, ses canons, ses drapeaux et la plus forte citadelle de France. À Marseille, c'est la panique. Il faut agir maintenant. Le 31 octobre, un élu au conseil municipal, un républicain radical, demande la levée d'un impôt sur les plus riches pour financer le départ de l'armée de la Ligue. Les modérés, qui sont majoritaires, refusent. Alors, il leur explique calmement que s'ils n'acceptent pas, il ouvrira les portes de la mairie aux gardes civiques et advienne que pourra. Les élus prennent peur et appellent au secours le colonel Marie, qui est le chef de la garde nationale. La garde nationale, c'est une très vieille milice citoyenne composée de volontaires rassemblés par quartier. Donc dans les quartiers bourgeois, elle est plutôt réactionnaire, et dans les quartiers ouvriers, elle a tendance à rejoindre les insurrections. On n'en a pas encore parlé parce qu'elle a été complètement désorganisée par la chute de l'Empire et ne s'est reconstituée que très récemment, dans les dernières semaines. Quand le colonel Marie, qui est un républicain modéré, apprend ce qui s'est passé au conseil municipal, il rassemble ses hommes autour de la mairie, demande à Gambetta de lui donner les pleins pouvoirs, donc de remplacer Esquiros. Gambetta accepte et Marie déclare immédiatement l'état de siège à Marseille. Le lendemain, une foule immense converge vers l'hôtel de ville au cri de « Vive Esquiros, aux armes, à bas la réaction ». On aperçoit des drapeaux rouges et des fusils. On se prépare donc à un affrontement ouvert, armé, entre les républicains modérés, soutenus par le gouvernement central, et l'alliance des républicains radicaux et des socialistes. Mais la garde nationale attend des ordres qui ne viendront pas. Pendant la nuit, le colonel Marie a pris peur et s'est enfui. La foule prend donc la mairie sans résistance, renverse le conseil municipal et déclare la commune révolutionnaire de Marseille. Immédiatement, la commune fait placarder une affiche sur les murs de la ville. Citoyens du Midi, une commune révolutionnaire acclamée par le peuple marseillais, vient de s'installer à l'hôtel de ville, accompagnée par les membres de la Ligue du Midi, protégée et escortée par la garde nationale et la garde civique. Son but, le voici, le salut de la République une et indivisible. Le peuple a cru la majorité du conseil municipal incapable d'accomplir cette grande et noble tâche. Il a voulu le remplacer par une commune révolutionnaire agissant avec énergie et résolution. Suivent les noms de ses membres. On y trouve des républicains radicaux et des socialistes, comme le dirigeant de l'Internationale à Marseille, André Bastelica. On remarque aussi l'absence de Gaston Crémieux, qui était à ce moment-là en mission pour la Ligue du Midi dans la Drôme.
Première décision de la commune, organiser des élections pour élire le remplaçant d'Esquiros. Là où la République bourgeoise de Gambetta considère que c'est au gouvernement central de nommer par le haut arbitrairement son successeur, la commune considère que c'est aux Marseillais de choisir démocratiquement, par le suffrage universel, qui est encore masculin à l'époque, celui qui exercera le pouvoir en leur nom. Citoyen. Le peuple, par son libre suffrage, doit donner une solution qui ne saurait jamais appartenir à la force. La commune déclare donc que les électeurs sont convoqués pour élire un administrateur supérieur chargé de présider aux travaux de la défense nationale et à la direction du département. Les élections auront lieu le dimanche 6 novembre. Le même jour, le maire qui vient de se faire renverser envoie un télégramme affolé à Gambetta. Le préfet a quitté la préfecture. Esquiros s'y maintient. Les gardes civiques et quelques bataillons révoltés de la garde nationale réclament le maintien d'Esquiros comme dictateur et président de la Ligue du Midi. Votre autorité est méconnue et le colonel Marie a disparu. Une commission municipale gouverne à la mairie. La commune révolutionnaire est déclarée. La terreur et l'anarchie règnent. Envoyez les troupes. Mais Gambetta n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Deux choses vont faire tout capoter. La première, c'est que le 2 novembre arrive à Marseille celui que Gambetta a choisi pour remplacer Esquiros à la tête du département. Un certain Alphonse Jean. Et cette fois-ci, il a été malin. Il a choisi quelqu'un qui est très apprécié à Marseille et dont le nom est associé à la Ligue du Midi. Jean avait été élu commissaire général de la Ligue, même s'il dira plus tard que ça s'est fait sans son autorisation et que de toute façon, il a refusé le poste. Enfin, le fait que Jean soit très apprécié n'empêche pas que lorsqu'il arrive à la préfecture, les gardes civiques lui barrent la route. Il insiste pour rentrer, le ton monte, on commence à s'engueuler, et puis un coup de feu part et Jean s'effondre. Il finit par se relever avec une petite éraflure au ventre, il va très bien, mais il sait qu'il peut capitaliser sur ce qui vient de se passer. Tout le monde est horrifié, à commencer par les gardes civiques, qui s'affolent à l'idée d'avoir failli tuer un représentant du gouvernement central, donc il se retire et le laisse faire. Et puis, sa tâche va être facilitée par une tragédie personnelle. Depuis quelques jours, Esquiros est au chevet de son fils unique, qui vient de tomber gravement malade et qui meurt 3 jours plus tard. Esquiros en sort complètement anéanti et accepte de laisser sa place. Jean a donc les mains libres pour abattre la commune et rétablir l'ordre. Le 3 novembre, la garde nationale est rassemblée à quelques dizaines de mètres et tourne ses canons vers le bâtiment. Toute la nuit, les civiques et les nationaux se dévisagent, prêts à tirer, pendant que des délégués des deux camps tentent de négocier. Fortifiés dans la préfecture, les communalistes marseillais passèrent la nuit dans l'attente, prêts à soutenir le siège. Une grande animation régnait dans le bâtiment. De temps en temps, on entendait un bruissement de fusil. Les plus ardents conseillaient une sortie, mais les gardes nationaux et les gens de la préfecture se bornèrent, des deux côtés, à se tenir sur la défensive. Pendant ce temps, Esquiros appelle au calme. « Citoyens, je m'adresse à vous, la mort et la désolation dans le cœur. Le plus grand des fléaux, celui que nous avons voulu conjurer par tous les moyens, la guerre civile, menace d'éclater à Marseille. Je vous le demande au nom de la République. Arrêtons à tout prix les fusions de sang. Que ma démission, motivée et rendue irrévocable par la conduite d'un gouvernement dont je désapprouve certains actes, ne serve pas de prétexte à de funestes conflits. Que mon nom ne soit pas associé à des luttes fratricides. » Le lendemain, à 14h, les civiques finissent par sortir et fraternisent avec les soldats. Le sang n'a pas coulé, la guerre civile a été évitée, mais après seulement 3 jours, la première commune de Marseille s'effondre et le 13 novembre, Jean peut envoyer ce télégramme à Gambetta. Ce n'est pas un peu d'ordre, mais l'ordre tout entier qui règne à Marseille. Très vite, la bourgeoisie appelle à une répression sanglante. Mais tout en déclarant à Gambetta qu'il n'a, je cite, qu'un ennemi, c'est l'international, Jean choisit la diplomatie. Il refuse de poursuivre en justice les insurgés, y compris ceux qui lui ont tiré dessus. Au contraire, il intègre les gardes civiques dans la garde nationale et organise un grand défilé de réconciliation. Rien ne fut plus étrangement curieux que cette promenade dans la ville. Les bourgeois défilaient bras dessus, bras dessous avec les révolutionnaires. On voyait passer des artilleurs de la garde civique, pistolets à la ceinture, teint pâle, figure amaigrie, sans cravate, les pantalons trop courts. À leur côté, des gardes nationaux à chemise blanche, rasés de près, les cheveux bien peignés, des avocats, des épiciers, des petits commerçants, montrant sous leur képi neuf de bonnes figures et des barbes finement lustrées. Jean annonce aussi qu'il ne poursuivra pas Esquiros, mais il le convainc de quitter Marseille pour Bordeaux. Sans son président et sans appui à Marseille, la Ligue du Midi est complètement désorganisée. C'est seulement à ce moment-là que Gambetta la déclare illégale.
Bon, évidemment, l'histoire s'arrête pas là. Il y aura une deuxième commune de Marseille, en même temps que celle de Paris, c'est la plus importante, mais on en parlera dans le prochain épisode. Je voulais d'abord faire une vidéo sur la Ligue du Midi. Déjà parce que c'est un contexte indispensable pour comprendre la commune, mais aussi parce qu'il y a des leçons à en tirer. Moi, personnellement, ce qui me marque dans cette histoire, c'est à quel point ça va loin. Des dizaines de milliers de personnes se préparent activement à une guerre que certains voient comme le début de la Révolution. Et pourtant, tout s'effondre en quelques jours parce que Esquiros se retrouve hors jeu. Et quand la commune révolutionnaire de Marseille est proclamée, sa priorité, c'est de lui trouver un remplaçant. Je crois que la Ligue du Midi, c'est une bonne illustration des dangers de la personnification d'un mouvement. Tout centré autour de grandes figures, d'hommes providentiels, et si ces personnes se retrouvent hors jeu, tout s'effondre. Alors, c'est pas surprenant en 1870. On sort de 20 ans d'empire, où l'empereur incarne la nation, avant c'était la monarchie, avec le roi représentant de Dieu sur Terre, et la seule grande référence historique positive qu'on essaie de reproduire, on l'a vu, c'est la Révolution de 1789. Mais une version de l'histoire très fantasmée, et qui tourne autour de grandes figures. C'est Danton, Marat, Robespierre. D'ailleurs, Esquiros et Gaston Crémieux sont fans de Robespierre. Gaston écrit une pièce de théâtre sur sa vie et appelle même l'un de ses enfants Maximilien, comme Robespierre. Bref, en 1870, les seules références qu'on a, ce sont des hommes providentiels, et ça se retrouve dans ce qu'on construit. On vient de voir la Ligue du Midi avec Esquiros, mais un autre bon exemple de cette période, c'est le blanquisme. Un courant qui s'est construit autour d'Auguste Blanqui, qui imagine que la révolution doit être menée par un petit groupe, qui installerait une dictature très centralisée, dominée par quelques hommes providentiels, qui guiderait le peuple vers une meilleure société, très mal définie. On a complètement oublié le blanquisme aujourd'hui, mais jusqu'à la Commune, c'était une composante majeure du mouvement ouvrier. Bref, jusqu'aux années 1870, on a vraiment du mal à ne pas personnifier nos mouvements. Et ça, c'est un problème que la génération d'après la Commune a identifié et a essayé de corriger en construisant dans les années 1890 des organisations. Des organisations qui sont justement pensées pour dépasser les individus, pour survivre à la disparition des grandes figures. C'est les fédérations syndicales, c'est les grands partis, etc. Alors d'autres problèmes sont apparus derrière, on parle souvent de bureaucratisation de ces organisations par exemple, mais il y a eu une vraie tentative, très poussée, de ne plus personnifier. Sauf que depuis, on a eu l'homme providentiel absolu, De Gaulle, il a façonné une constitution autour de sa personne, ça a donné naissance à une république ratatinée autour d'une grande figure qui concentre tous les pouvoirs, le président. On a eu une montée de l'individualisme à partir des années 70, on a eu l'affaiblissement de nos organisations, et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans une situation où on personnalise, où on construit de grandes figures d'hommes providentiels qui nous guident, qui dominent complètement leurs organisations ou leurs mouvements, et qui s'opposent à d'autres grandes figures dans des espèces de combats de coq face à un public passif à qui on ne demande rien de plus que d'applaudir plus fort que le public d'en face. Pour moi, l'histoire de la Ligue du Midi nous montre que ces grandes figures charismatiques peuvent nous emmener très loin. Elles peuvent susciter un engagement massif et utile, mais qui est aussi très fragile, qui s'effondre à l'instant où elles se retrouvent hors jeu. Et derrière, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est pas un hasard si la Ligue du Midi n'a jamais vraiment été étudiée. Elle a fait pire que juste échouer, elle a rien laissé derrière elle. Qu'est-ce qui restera de nos combats de coq aujourd'hui ? Finalement, le seul truc que la Ligue a laissé, c'est peut-être ça. Un rappel que le premier objectif du mouvement ouvrier, et donc des organisations qui le constituent dans toute leur diversité et désaccord, leur premier objectif, c'est de nous permettre de devenir acteurs de notre émancipation, pas juste la confier à des hommes providentiels. Voilà, moi c'est ce que j'en retiens, mais si vous en tirez autre chose, dites-le dans les commentaires, je lirai ça avec plaisir. En attendant, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, dans lequel on parlera enfin de la deuxième commune de Marseille, en suivant celui qui n'était qu'un personnage secondaire de la Ligue du Midi, Gaston Crémieux. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi la vidéo, vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail, ça c'est pas du tout obligé, contrairement à partager et à s'abonner. Et voilà. Allez-y, terminé. Marseille City.